Bonjour, après avoir vu les performances du système dans un chapitre précédent, nous allons voir dans ce cours-là la correction du système asservi. Après le chapitre performance du système asservi, nous avons vu que l'augmentation du gain en boucle ouverte entraîne l'amélioration de la précision statique, mais aussi entraîne la dégradation de la stabilité. Vu que ces deux performances varient en sens contraire, nous avons vu aussi ce qu'on appelle le dilemme stabilité-précision. Lorsqu'on ajoute un correcteur dans la boucle ouverte, cela revient à additionner son gain en décibels et son déphasage au lieu du système. C'est-à-dire que le gain en décibels du correcteur s'ajoute au gain en décibels de la fonction tension ouverte. Et le déphasage du correcteur s'ajoute au déphasage de la fonction tension ouverte. Cela permet de déformer le lieu de transfert et donc de modifier les caractéristiques du système bouclé. Par conséquent, on peut régler, lorsqu'on introduit un correcteur dans la boucle, on peut régler la marge de gain et la marge de phase. Aussi, à partir du même chapitre, Performance système asservi, nous avons vu que l'introduction d'un organe de commande de fonction transversale peut assurer la poursuite et la régulation, c'est-à-dire qu'il force la sortie à suivre les variations de l'entrée de consigne et aussi à éliminer l'effet de perturbation. Le correcteur, lorsqu'il est inséré dans la boucle de régulation, il est inséré généralement en série avec le processus, comme le montre ce schéma-là. Et le signal de commande va être généré à l'aide d'un algorithme de contrôle. Un algorithme de contrôle en fonction de la consigne YC et de la sortie Y. La correction consiste donc à comparer la sortie. Donc nous avons ici un comparateur qui permet de comparer la consigne avec la mesure de la sortie. Donc la correction consiste donc en premier lieu à comparer la sortie du système avec la consigne et ensuite élaborer de façon autonome la commande adéquate qui permet de faire pousser le processus à évoluer. Cette loi de commande permet de modifier donc la fonction de transfert en boucle ouverte et par conséquent corriger les réactions indésirables du système. Ces réactions indésirables sont de plusieurs genres. On note par exemple un système instable. On note aussi qu'un système peut être mal amorti aussi trop longtemps sous l'effet d'une perturbation. Un système qui peut être trop long, son inertie propre est trop importante. Donc ça, ce sont des exemples de réactions indésirables du système et le correcteur, son rôle est de corriger ces réactions-là. Par conséquent, on peut dire que le correcteur à concevoir a en quelque sorte une double action. Premier cas, c'est améliorer la dynamique du système et assurer une bonne stabilité avec de bonnes marges de sécurité, une bonne rapidité aussi de réaction. Et d'un autre côté, assurer une bonne précision en poursuite et en régulation, c'est-à-dire qu'il permet d'obliger la sortie du système à suivre les variations de la consigne et aussi il permet l'annulation de l'effet de perturbation. Lorsqu'on introduit un organe de commande, cet organe de commande ou correcteur peut être placé dans différents endroits de la boucle d'asservissement. Et donc, on peut dire qu'il y a différentes méthodes de correction. Parmi ces méthodes de correction, on peut noter la correction série ou cascade comme le montre ce schéma-là. Le correcteur est placé en cascade avec le processus de fonction de transfert P, de fonction de transfert F de S. Ce processus il peut être soumis à une perturbation P. Évidemment, là, le correcteur a une fonction de transfert C de S. Ce type de correction est la correction la plus courante et la plus utilisée. On trouve aussi la correction série dans laquelle nous avons une imbrication de correcteurs, comme le montre ce schéma fonctionnel. Ce schéma contient deux boucles qui sont imbriquées et dans chaque boucle, il y a un correcteur.
correcteur C1 dans cette boucle principale et un correcteur C2 dans une boucle secondaire ou boucle interne. Un exemple de correction en série, on donne ici la régulation de vitesse d'un moteur à courant continu. Dans cette régulation-là, on cherche à régler la vitesse angulaire oméga du moteur à courant continu et pour cela, on utilise deux correcteurs, un régulateur de vitesse dans une boucle et un régulateur de courant dans une autre boucle interne. Et donc, nous avons ici deux correcteurs. Donc, il y a dans des boucles qui sont imbriquées, une boucle interne et une boucle externe. Et dans ces deux boucles, donc il y a deux régulateurs différents. On a aussi la correction parallèle. Dans cette figure ici, nous avons une correction parallèle dans laquelle le correcteur de fonction transfert sur S est placé sur la boucle de retour principale. Une autre variante de correction parallèle est montrée par ce schéma fonctionnel dans lequel le correcteur se trouve dans une boucle de retour secondaire. Comme exemple, on donne la régulation de position angulaire du bras d'un moteur d'une machine à courant continu. Donc, on s'intéresse à la régulation de l'angle θ de l'arbre d'un moteur à courant continu. Et pour cela, on utilise un intégrateur pour passer de la vitesse angulaire à l'angle θ. Et dans ce cas-là, on utilise un dynamo tachymétrique comme régulateur en parallèle. Troisième variante de correction parallèle, on utilise un correcteur C de S en parallèle avec une partie du système. Ce type de correction est généralement utilisé lorsque la fonction transfert du système possède un intégrateur. Et dans ce cas-là, le correcteur C de S, l'entrée de ce correcteur C de S n'est pas la sortie, mais une variable intermédiaire. Et puisque la fonction transfert du système possède un intégrateur, on isole cet intégrateur, ou bien cette intégration, on l'isole dans la fonction F2. Comme ça, la fonction F1 ne possède pas d'intégration. Et le correcteur C est utilisé dans une boucle de retour interne avec la fonction F1 qui ne possède pas d'intégration. On a aussi la correction mixte série parallèle. Dans cette correction mixte, nous avons deux correcteurs. Un correcteur C1 de S qui est en série et un correcteur C2 en parallèle. Bien sûr, toujours le processus de fonction transfert F de S. On trouve aussi la correction par anticipation. Cette correction par anticipation, dans ce schéma-là, nous avons le correcteur C et les correcteurs d'anticipation C11 et CA2. Donc, nous avons ici deux correcteurs qui jouent le rôle de correction par anticipation. Alors, généralement, lorsqu'on introduit un correcteur, on l'introduit dans le but de satisfaire certaines performances. Et dans ce qui suit, nous allons voir le principe de la correction, c'est-à-dire le principe d'introduction de correcteurs dans la boucle d'asservissement. Pour cela, on prend ce schéma fonctionnel. Ce schéma fonctionnel ici, on considère deux perturbations différentes, P1 et P2 qui agissent sur le système. Nous avons la consigne YC et bien sûr les correcteurs C1 et C. Pour analyser ce type, ou bien pour déterminer ce principe de la correction, on exprime la sortie Y en fonction des entrées YC, P1 et P2. Donc on applique la règle d'analyse des schémas fonctionnels
Et après avoir déterminé la sortie, donc on utilise un réarrangement pour exprimer la sortie Y en fonction de P1, P2 et YC. Donc on trouve comme résultat final ceci. Donc c'est un calcul facile à suivre pour déterminer l'expression Y en fonction de P1, P2 et YC. Donc Y de S est égal à 1 sur 1 plus CG P2 plus G1 moins C, C1G sur 1 plus CG P1 et plus CG sur 1 plus CG YC. En pratique, on cherche à obtenir une dynamique de rejet des perturbations P1 et P2. Donc, on doit rejeter les perturbations P1 et P2. Comme ça, on garde uniquement la sortie en fonction de YC. Et aussi, on doit s'intéresser à une dynamique de la fonction de transfert, bien sûr, ou bien de la caractéristique entrée, c'est-à-dire consigne sortie. Et donc, en pratique, on cherche à obtenir une dynamique de rejet imposée pour les perturbations P1 et P2 et une caractéristique statique et dynamique de la transmittance entrée-sortie CG sur 1 plus CG, que l'on s'impose bien sûr a priori. Donc, lorsqu'on analyse ainsi on introduit ces correcteurs-là, on doit rejeter l'effet des perturbations, on doit éliminer l'effet des perturbations P1 et P2, et on doit imposer une caractéristique statique et dynamique à la transmittance en boucle fermée, CG sur 1 plus CG. Donc, commençons par le rejet des perturbations. Pour éliminer la perturbation P2, donc, nous avons vu à partir du chapitre performance du système qu'il faut que le terme CG, qui est la fonction de transfert en boucle ouverte, présente un nombre d'intégrateurs au moins égal au nombre d'intégrateurs de P2. Évidemment, si G, la fonction G contient ce nombre d'intégrateurs, c'est bon. Sinon, on doit insérer le nombre d'intégrateurs nécessaire dans C. Donc, il faut que le terme CG présente un nombre d'intégrateurs au moins égal au nombre d'intégrateurs de P2, soit dans le processus G, soit dans le correcteur C. On dit qu'on a un rejet de boucle, un rejet par boucle d'asservissement. Alors, pour éliminer la perturbation P1, d'une manière simple, on peut simplement annuler le numérateur ici. G1 moins C1G égale à 0. Ce qui est donc le correcteur C1 peut être choisi comme G1 sur CG. Ainsi, avec ce choix-là, la perturbation P1 sera complètement rejetée. Cependant, lorsqu'on détermine C1 à partir de cette relation-là, cette condition peut ne pas être réalisable pratiquement du fait de la causalité. Dans ce cas, on s'attachera à la réaliser, c'est-à-dire à réaliser cette égalité approximativement en basse fréquence, afin d'effacer l'effet de la perturbation sur le long terme, c'est-à-dire réaliser ceci pour le régime permanent. Cette égalité, lorsqu'on pose C1 égale G1 sur CG, cela suppose que la matrice G1 est mesurable, modélisable, c'est-à-dire suppose que la perturbation P1 est mesurable. Donc, P1 est mesurable et G1 est modélisable. Et dans ce cas-là, car si ce n'est pas le cas, on ne peut pas déterminer ça à partir de cette relation-là. Donc, nécessairement, pour utiliser cette relation-là, on doit avoir que la perturbation P1 est mesurable et G1 est modélisable. Cette méthode de conception est appelée conception par anticipation et C1 est appelé correcteur d'anticipation. Maintenant, une fois nous avons éliminé l'effet des perturbations, on doit assurer la poursuite de la consigne à la sortie. En l'absence de perturbations, c'est-à-dire lorsque les perturbations sont rejetées, la sortie s'exprime seulement par Y égale à CG sur 1 plus CG YC. Donc, les perturbations sont rejetées, et il reste seulement cette expression ici. Et le but, dans ce cas-là, est de déterminer C de telle sorte que la fonction de transfert en boucle ouverte ou en boucle fermée, CG sur 1 plus CG, soit égale à une fonction de transfert désirée
de second ordre avec des caractéristiques spécifiques bien déterminées à l'avance. Donc, la fonction transfert HD possède un gain statique égal à 1, permettant ainsi d'éliminer l'erreur statique, une pulsation proprement amortie assez grande et un coefficient d'amortissement proche de 0,7. Donc, le coefficient d'amortissement proche de 0,7 pour éviter les dépassements abusifs. Et bien sûr, la pulsation oméga 0 assez grande, élevée, c'est-à-dire garantir une bande passante aussi élevée que possible et donc le temps de réponse meilleur. Et donc, on peut choisir donc les performances du système, précision, rapidité et bien sûr la stabilité. Avec ce choix-là, on peut, par l'identification ici CG sur 1 plus CG égale HD, déduire le correcteur C de S égale à HD de S sur G, facteur de 1 moins HD. Cette méthode de conception est appelée méthode de modèle. Ainsi, on termine cette partie et à la prochaine fois avec un autre cours.